Dans la peau de Adrien Marbeuf, futur étudiant à la Haute École de Travail Social de Genève. Futur étudiant à la Haute École de Genève, donc dans le social. Pourquoi tu as choisi cette voie ? Parce qu'en fait, les premiers métiers que j'ai faits au début de ma vie professionnelle, à l'âge de 19 ans, c'était des métiers que j'ai choisis par défaut, en fait. Je m'étais destiné assez jeune à une carrière de steward, parce que c'était un métier qui m'avait l'air amusant, sympathique, avec plus de temps libre que dans la plupart des autres professions. Et où en fait, à l'âge de 30 ans, après avoir exercé déjà pendant 6 ans le métier de steward et quasiment 11 ans de vie professionnelle, je me suis rendu compte que choisir un métier pour le peu de temps qu'on allait y passer, ça pouvait pas être une fin en soi. Et puis avec le Covid, j'ai eu le temps de me poser pas mal de questions, des rencontres également. Et un jour, j'ai fait le point dans ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ? Qu'est-ce qui t'anime ? Et je me suis rendu compte que c'était le fait de donner ma force de travail aux autres, à la société, d'essayer de rendre le monde un peu meilleur comme je le pouvais. En tant que steward, tu as dû être déjà confronté peut-être à des cas sociaux ? En fait, on est plus confronté quand on va dire cas sociaux dans le métier de steward. En fait, on va être confronté au fait que dans notre société, les gens ils sont très égoïstes, ils pensent avant tout à eux-mêmes, et où en fait c'est plus dans ces comportements-là qu'on va retrouver des problématiques sociales. Mais comparé à des personnes qui vivent vraiment dans des difficultés, les personnes qui sont vraiment en situation de précarité, on les voit pas dans les avions. C'est des gens qui n'ont pas les moyens de voyager, même si avec les low cost de nos jours ça coûte plus très cher, malheureusement. Les comportements problématiques auxquels on est confronté à bord des avions sont avant tout dus à des défauts de notre société d'aujourd'hui, quoi. Peut-être trop d'optimisation, d'efficience, des horaires un peu difficiles, les allers-retours. Tu as fait du long courrier, du moyen courrier ? Ouais, j'ai été steward sur court courrier pendant les 10 ans que j'ai fait chez Swiss International Airlines à Genève. On a commencé à nous mettre parce que là, c'était une réouverture de base en fait, après que le fameux grounding de Swiss dans les années 2000, au début des années 2000, Swiss avait rapatrié toutes ses opérations sur Zurich, et où en fait fin 2013 ils décident de recréer une base à Genève. Et où moi j'ai fait partie des premiers batchs de stewards qui étaient embauchés pour cette base de Genève, et ils ont mis 2 ans et demi avant de nous qualifier sur la 330 qui opère le Genève-New York en ligne quotidienne. Et donc au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à opérer des longs courriers. Une belle expérience quand même, les longs courriers. C'est un travail différent par rapport à ceux qui font peut-être 3, 4 allers-retours dans la journée, c'est différent. Il y a le côté voyage. Qu'est-ce que tu as préféré, les longs courriers ou le moyen ? Alors complètement, le long courrier, c'est une expérience différente dans le sens où on va avoir un vol qui est plus long, plus de temps pour fraterniser avec l'équipage, sympathiser avec les passagers, 24 heures quand même sur place, ce qui est sympa, 24 heures à Manhattan, à New York, c'est une chance de pouvoir profiter comme ça d'un pays étranger, et clairement pas la même fatigue que de faire un 4-leg, c'est-à-dire Rome aller-retour suivi d'un Porto aller-retour, où là c'est 4 décollages, 4 atterrissages, 4 embarquements, avec à chaque fois 150, 180 passagers à embarquer, à débarquer. C'est vraiment des journées fatigantes. Le long courrier va être fatigant parce que on a un peu de décalage horaire, bien qu'avec New York ce soit pas énorme et ce soit plus facile dans ce sens-là que dans l'autre si on partait du côté de l'Asie. Ça va être un peu déphasant. Il y a eu des mois où j'ai pu enchaîner 4 à 5 vols New York dans le mois. À la fin, on prend même peine le temps de défaire sa valise quand on rentre à la maison, parce qu'on sait que 2 jours après, on est reparti. Mais très, très, très belle expérience, ouais. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête, un truc drôle, décalé, improbable ? Une anecdote sympathique sur ces 10 ans de travail. Il y a une fois sur un Genève-Londres, je fais l'embarquement, et où j'ai retrouvé par hasard un copain de l'internat. J'ai fait 2 ans et demi d'internat en France dans un petit internat catholique perdu du côté d'Angers, dans Lyon d'Angers, et où on était 300 élèves du collège à la terminale, et donc vraiment un tout petit établissement. Et j'ai eu le plaisir de tomber sur une connaissance de l'internat
près de 15 ans après ne l'avoir plus vu après le baccalauréat, et où ça a été un plaisir de pouvoir prendre soin de lui sur le temps d'un Genève-Londres pour l'amener à destination. Ça, c'était une retrouvaille assez sympathique. Et puis sinon, le truc vraiment qui ouais, on va parler vulgairement, quelque part, qui t'a foutu les boules dans un voyage. Il n'y a pas un voyageur vraiment casse-pied ou vraiment... Je pense qu'il y en a quand même. Alors j'ai là le pire des comportements que j'ai pu avoir, un Genève-Palma, très tôt le matin, donc il faut se lever à 3h30 du matin, on arrive à l'aéroport pour 5h30, faire le briefing, décoller. J'avais une grosse journée devant moi. On quitte la porte d'embarquement avec tous les passagers à bord. Il est peut-être quelque chose comme 6h30, 7h du matin. Je suis pas encore maître de cabine à l'époque, donc je suis CC2, je suis assis à l'avant à côté du maître de cabine, et on est pas sur la piste de décollage, mais sur le tarmac. Donc on est en roulage, on a sécurisé la cabine, tout le monde est assis, attaché. On sait qu'on va décoller dans les 3 minutes. C'est des périodes assez vraiment critiques lors d'un vol, où on fait attention à tout, etc. Et là, j'ai chez les passagers, au milieu de la cabine, au niveau des sorties de secours, qui me font des signes, qui commencent à utiliser les call bells pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je demande au maître de cabine si je peux me lever, parce que je vois que c'est vraiment une urgence. Donc il m'autorise, je me lève, je me décroche mon harnais, et je me retrouve face à un type complètement bourré qui est en train de fumer dans l'avion, quoi. Et là, je lui dis: monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de fumer dans l'avion. Je lui dis ça en espagnol, parce que le mec ne parle qu'en espagnol. Et le type, très surpris, parce que j'arrive vraiment fâché et je tonne de ma voix qui porte, donc il est surpris, il est à demi inconscient en train de fumer sa clope, et il jette sa cigarette par terre, il l'éteint en l'écrasant à même la moquette, et puis là, donc les passagers me remercient d'être intervenus. On se pose la question avec le maître de cabine et le commandant de bord de savoir si on retourne en gate pour débarquer le passager. Puis là, je me retrouve face à ce moment-là où le commandant, qui est quand même l'autorité suprême à bord, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, mais qui nous demande à nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait le vol ou pas? Moi, on dit toujours dans l'aviation que les problèmes sont plus faciles à régler au sol qu'en l'air. Parce qu'une fois qu'on est en l'air, qu'on a décollé, c'est plus compliqué de devoir atterrir en urgence s'il y a vraiment un pépin à bord. Alors, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi avec lui? Et le commandant a regardé le maître de cabine et dit: qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Le maître de cabine s'est retourné vers moi et m'a dit: qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Et j'ai dit: pour moi, je serais d'avis qu'on retourne en gate, on n'est pas loin, ça va clairement nous retarder, mais au moins on n'est plus embêté avec ce passager après là. Si le type il est dans un état au point qu'il allume une cigarette pendant le roulage, il est cuit. C'est que clairement on ne devrait peut-être pas faire le vol. Donc vous l'avez débarqué? Non, parce que le maître de cabine derrière a dit: écoute, si on retourne en gate, on va perdre 1h30. Et le vol s'est bien passé, vous l'avez regretté ou pas? Non, on a décollé, le type, on était à peine dans les airs qu'il dormait déjà. On lui avait confisqué son portable sur autorisation du commandant de bord. On avait prévenu la police à l'arrivée pour dire qu'on avait eu un souci avec le passager. Et puis c'est surtout quand moi j'étais un peu énervé après pendant le vol, parce que quand j'ai discuté avec les gens qui étaient assis à côté de lui, ils m'ont signalé qu'en fait dans la zone d'embarquement avant la gate, le type était déjà, bien sûr, dans un état complètement sous. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont peur de l'avion, ces gens-là? Ah, lui, non. Il sortait d'une nuit blanche de fiesta à Genève. Ah, d'accord. Il avait bu beaucoup d'alcool, il avait pris des substances, il s'en vantait devant toute la zone d'embarquement. Ah oui, d'accord, je vois le profil. Ouais, voilà, le fêtard. Et non, j'en ai voulu à la gate, en fait, des agents de l'embarquement. Ouais, de ne pas avoir anticipé et de vous laisser dans cette situation. De me prévenir, en fait, nous prévenir. Tu as parlé de l'internat. Tu avais quel âge en internat? Tu viens d'où, en fait? Quelles sont tes origines?
Je suis né au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, petite ville de la côte atlantique juste avant la frontière espagnole. Mais j'ai grandi un peu partout en France parce que j'ai pas mal bougé avec ma mère qui était prof de philo. Et où en fait, à l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à avoir des soucis de comportement dans les études, etc. Mes parents ont décidé de m'éloigner de l'endroit où on habitait. On habitait en région parisienne à l'époque. Et ils ont trouvé ce petit internat privé, sous contrat avec l'État quand même. Tu dirais que ça t'a sauvé, que ça t'a remis dans le droit chemin? Alors, complètement, non pas parce que c'était une éducation très stricte, etc., mais parce que j'ai changé d'environnement et j'ai rencontré d'autres personnes, en fait. C'est souvent les fréquentations qui peuvent amener à faire des bêtises, et c'est le fait d'avoir changé d'environnement et de rencontrer d'autres personnes qui m'a vraiment aidé à cet âge-là. Quand tu arrives en Suisse, c'est pour travailler dans cette compagnie? Ouais, en fait, on parle souvent des gens, des frontaliers qui viennent pour l'argent, etc. C'est certainement le cas, mais pour moi, ça ne l'était pas parce que j'avais donc 23 ans quand j'ai passé les sélections de Suisse. Et mon rêve, c'était de devenir steward à l'époque. Ça faisait 5 ans que je travaillais dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Oui, donc cette compagnie ou une autre, tant que tu pouvais faire ce métier. Exactement. Et j'avais postulé, je voulais pas travailler dans les low cost parce que j'avais une mauvaise image. J'ai postulé pour les compagnies du Golfe qui ne m'ont pas recruté à l'époque. Je comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai discuté avec d'autres jeunes qui revenaient des pays du Golfe, j'ai compris après que mon profil, il aurait eu un peu du mal à passer là-bas. C'est-à-dire que ce sont des compagnies qui veulent des gens qui rentrent vraiment dans un moule. Et j'ai une personnalité, on va dire, assez franche. Et ça a été difficile de rentrer dans le moule du steward déjà chez Swiss, qui est une compagnie vraiment cool là-dessus. Ils nous laissent vraiment être qui on est. Tu fais tes années donc de steward, tu fais ta petite carrière, si j'ose dire, et puis arrive cette période de Covid, tu fais ta remise en question et tu décides d'aller dans la voie donc du travailleur social. Ouais. Explique-moi, à partir de là, quelles sont les difficultés pour y arriver? Parce que t'es plus en tout jeune, en fin d'études, à 18, 19, 20, 21 ans. Comment on se reconvertit là-dedans et quels ont été les problèmes pour y arriver? Alors, il y a eu plusieurs étapes. On ne prend pas la décision de quitter une belle entreprise comme Swiss après 10 ans de carrière, un poste de maître de cabine, des responsabilités du jour au lendemain comme ça. J'ai eu des rencontres. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui va d'ailleurs m'accompagner pendant tout mon cursus de formation, qui travaille depuis 22 ans à la Fondation officielle de la jeunesse en tant qu'éducatrice sociale, qui m'a parlé de son métier, de ses conditions de travail, de ses études, etc. Et déjà, il a fallu que je prenne la décision de reprendre des études, parce que je me suis rendu compte que si je voulais exercer le métier avec de vraies responsabilités, un salaire correct et des perspectives d'évolution de carrière, j'allais être obligé de passer par la case études. Ça n'a pas été un choix anodin pour moi, étant donné qu'après mon baccalauréat, j'ai commencé à travailler directement. Donc, j'ai pas pris cette décision à la légère. J'ai pris le temps de regarder le cursus de formation que proposait la Haute École de Travail Social. Alors justement, le cursus, il commence comment pour toi? Alors, j'ai dû passer par la procédure d'admission sur dossier. C'est-à-dire que comme j'arrivais d'un baccalauréat français en dessous de 12 de moyenne générale, il a fallu que je prouve d'un niveau de compétence et de culture générale suffisant pour prétendre à des études supérieures en Suisse. Donc ça, c'est pour pouvoir rentrer dans la HETS. Exactement. Ok. Il me demandait également, comme je ne venais pas d'un parcours social, d'avoir une expérience de 20 semaines, de 800 heures d'expérience sociale, que j'ai eu énormément de mal à trouver. Ça, c'est des démarches que j'ai entamées alors que j'étais encore employé chez Swiss et où j'ai envoyé à peu près 50 candidatures entre le canton de Vaud et le canton de Genève pour essayer de trouver cette expérience de travail spécifique dans le social. Et personne ne pouvait t'accueillir en stage? Alors, j'ai réussi à déclencher un entretien. Entretien sur 50 courriers? Oui, c'est vraiment difficile. Comment ça va le moral dans ce moment-là? Difficile, on se remet en question. Pourtant, je parle 4 langues. J'ai une belle expérience de travail en Suisse, une belle expérience de travail, je pense, en général aussi, des vraies compétences. Et on se remet en question, on se dit, mais est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que je ne fais pas correctement pour ne même pas réussir à déclencher les entretiens? Et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ma candidature, mais pour le manque de place, en fait, pour permettre aux jeunes d'accéder au cursus, en fait. Ces places de stage qui n'existent pas. Une forme de numerus clausus, quelque chose comme ça.
qui est avant même le processus de sélection de la haute école, en fait. Parce que c'est en amont. Derrière, il y a des épreuves de rééducation pour entrer en haute école et qui sont complexes. Mais ça, c'est avant même ça, en fait. Pour ne serait-ce que prétendre à cela, il faut déjà être bien motivé. Ça prend combien de temps? Alors, ce passage où tu envoies des courriers, où tu as un entretien, d'ailleurs, l'entretien, il t'a permis d'avoir justement un stage ou pas? Pas celui-là, pas le premier. Ça t'a pris alors combien de temps, cette phase, juste pour pouvoir faire ce stage? Je me suis inscrit à la Haute École de Travail Social de Genève en janvier 2023 et j'ai obtenu ma place de stage pour les 800 heures en septembre 2023. Donc ça m'a pris 8 mois de recherche. Tout en travaillant dans l'aviation. Ouais, tout en travaillant à côté. Et il y a un moment où j'ai pris la décision de donner ma démission de chez Swiss pour pouvoir me consacrer à 100% à mon projet parce que je me rendais bien compte que... C'est un sacré risque quand même. Ouais, j'ai pris des risques. Des risques. Tu avais du soutien? La famille qui pouvait t'aider? Ma compagne déjà, qui était hôtesse quand je l'ai rencontrée chez Swiss, qui est plus jeune que moi et qui avait quitté juste après le Covid, donc 3 ans avant que moi je ne parte de Swiss pour reprendre ses études à l'Uni à Genève en droit en fait. Donc ça déjà, ça m'a beaucoup motivé parce que je la voyais elle quitter son métier, reprendre des études pour faire quelque chose, pour faire un projet en lequel elle croyait et elle m'a beaucoup soutenu là-dessus. Bien sûr mes parents qui ont été derrière moi, ils étaient loin, je suis grand donc je me suis débrouillé par moi-même. Mais c'est bon de savoir que tu es soutenu parce que c'est un risque, si tu le prends tout seul ça doit pas être facile. Alors le risque, je l'ai pris, je m'étais assuré quand même un parachute, c'était que j'avais de la chance, habitant en France, de pouvoir bénéficier d'un dispositif qui s'appelait démission reconversion, et où en fait je pouvais démissionner de mon emploi. J'ai dû monter un dossier, ça m'a pris 2 mois de monter le dossier, j'ai dû passer devant une commission pour le présenter, et où en fait je prouvais à l'État français que je voulais démissionner pour me reconvertir, entamer des études et que mon projet était solide en fait. Et à partir de là, j'avais une garantie financière pour une durée de 18 mois. C'est une bonne idée. Je sais pas si ça existe en Suisse, ça. Faudrait que je me renseigne. Tu sais, toi ? Je pense que ça existe aussi. Ouais. Ah oui, ok. Peut-être pas dans les mêmes modalités, mais il doit y avoir des processus similaires. Ah ben, notez bien, c'est une information que je ne connaissais pas. Le problème, c'est qu'en fait, à 35 ans, quand on décide de se reconvertir, j'ai un crédit sur mon appartement, j'ai une vie assumée. On ne peut pas tout quitter du jour au lendemain sans s'assurer des garanties financières, en fait. Donc, plusieurs mois pour enfin avoir le stage. Donc, toi, c'était pas un stage court que tu cherchais, c'était un stage de 27 semaines. 20 semaines. 20 semaines, voilà, 800 heures de travail, c'est ça ? C'est ça. Et donc, tu l'as trouvé où ? Et tu l'as commencé quand ? Après donc l'échec de ce premier entretien, cette soirée d'essai à l'UMA, à hébergement d'urgence pour mineurs accompagnés de l'association Paedos à Châtelaine, ma compagne qui était stagiaire juriste pour l'Agora à Genève m'a conseillé d'envoyer ma candidature à la personne qui l'avait recrutée. Cette personne-là a transféré ma candidature à Monsieur Velasquez, qui est le responsable de l'association Espace Solidaire Paqui. Il m'a envoyé un email, il me dit « Monsieur Marbeuf, je serais ravi de vous rencontrer ». Le lendemain, à 10h, nous avions rendez-vous ensemble au 55 avenue de Veynes, sous le temple de la Servette, dans les locaux de l'Espace Solidaire Paqui. Et il m'a proposé ma place de stage pour une durée de 5 mois. C'est comme ça que j'ai trouvé ce stage-là. Et là, tu as pu prendre ton envol ? Exactement. Après avoir atterri, j'ai repris un envol, mais cette fois-ci terre à terre. Et j'ai fait 5 mois de stage à 100%. Ensuite, tu dois te présenter quand même à un examen d'entrée, c'est ça ? Alors, ça, le stage, c'était une partie de l'admission sur dossier. Alors voilà, raconte-nous tout. La deuxième partie, j'ai dû passer par une boîte qui s'appelle Admission sur dossier Villary, qui est à Lausanne, pour laquelle on doit dépenser une certaine somme, et qui en fait va nous permettre de monter un dossier de bilan de compétences, quelque chose qui fait entre 150 et 200 pages, et qui va être validé par le jury de cette société-là, et qui va être transmis derrière à la Haute École de Travail Social. Cette étape, tu l'as passée ? Bien sûr, en même temps que je faisais mon stage. En fait, j'avais ce stage de 5 mois, et une demi-journée par mois, je me rendais à Lausanne pour assister aux cours qui me permettent de monter ce dossier-là, et j'avais des devoirs à rendre pour prouver l'avancement de mon dossier tous les mois. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de travail pendant ces 5 mois. Et ensuite ? Ensuite,
Le 2 février, j'ai eu fini mon stage de 20 semaines. Février 2024 ? Février 2024, ouais. J'avais fini mon dossier Villary. J'ai validé le dossier, donc j'ai eu mon attestation comme quoi je pouvais bien prétendre à rentrer, à postuler à la haute école. J'avais le niveau de compétence. Ouais. J'ai rédigé mon rapport de stage pour l'expérience professionnelle spécifique que me demandait la haute école pour l'espace secondaire Pâquis. Et une fois que tout ça a été fait, j'ai pu commencer à préparer les épreuves de régulation de la haute école que j'ai passées le 16 avril 2024. Bien, sauf que ces épreuves de régulation consistent en 5 tests de 15 questions chacun pour lesquels on a 3 heures pour répondre et où en fait c'est essentiellement ce sont des tests psychotechniques en fait. Ah. Vous allez avoir une épreuve sur du français et les 4 autres, ce sont du calcul numérique, des suites numériques. Ouais, de la logique ou des choses comme ça. Logique pure. Et pour moi qui suis plutôt profil littéraire avec vraiment des bonnes compétences en relationnel, je parle plusieurs langues, etc. C'était vraiment pas ma tasse de thé. Donc, tu sous-entends que tu les as un peu loupés, quoi. Alors, j'ai pas eu mon résultat parce que j'ai eu un joker en fait, si vous voulez. J'ai travaillé 3 heures par jour pendant 2 mois pour préparer ces tests parce que je voulais me donner toutes les chances. Mais au fond de moi, je savais que j'avais quasiment aucune chance de réussir. Il y a 200 places pour entrer en haute école pour un peu plus de 600-700 postulants. Donc difficile. Comment tu te sors de cette situation ? Dur. Très très dur, parce que travailler tous les jours dans quelque chose que l'on n'aime pas, pour lequel on n'est pas fait, où on sait pertinemment que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va apprendre derrière et notre potentielle qualité de futur travailleur social, se dire que tout peut échouer à cause de ça, mentalement, c'est dur. C'est dur, j'ai dû m'accrocher, pas baisser les bras pour bosser, même si je savais que c'était un peu voué à l'échec. Je me suis dit, donne-toi toutes tes chances, n'aie pas de regrets. Ça, c'était il y a quelques mois. Quelques mois. Ouais, tout récent. Mais finalement, le joker. Quand on s'est recroisés, tu m'as dit que voilà, tu as été admis à la HETS. Ouais. Alors comment ça s'est passé ? Alors en fait, je présentais la haute école par un cursus un peu spécifique. Le bachelor, normalement, se fait en 3 ans. La première année, ce ne sont que des cours. La deuxième et la troisième année, il y a des cours et des stages. Moi, j'ai présenté le bachelor en formation en emploi, une FEE, où en fait, c'est une alternance. C'est-à-dire, au lieu de passer le bachelor en 3 ans, je le passe en 4. C'est ce qu'on appellerait, nous, un apprentissage. Exactement. Il s'appelle ça formation en emploi, et où en fait, si j'attestais avant le 31 janvier de l'année à laquelle je postulais, donc 31 janvier 2024, d'un contrat pour une durée de 4 ans, je n'avais même pas passé les épreuves de régulation. J'étais en plein stage, plus la SD Villary, j'avais pas le temps. Si je le présentais avant le 15 mai 2024, je passais les épreuves de régulation, mais mon résultat ne comptait pas et j'avais mon admission directement. Donc, en même temps que je préparais les épreuves de régulation, j'avais fini mon rapport de stage pour l'espace secondaire Pâquis, j'avais fini mon bilan de compétences pour la SD Villary et je n'avais plus que 2 objectifs en tête, préparer les épreuves de régulation et trouver une formation en emploi pour une durée de 4 ans. Alors, tu l'as trouvé où ? Alors encore une fois, beaucoup de chance. Merci Monsieur Velasquez, merci Madame Alves qui est donc la présidente de l'espace secondaire Pâquis et le responsable de l'espace secondaire Pâquis. Ils ont créé pour moi un poste sur mesure d'éducateur social en emploi pour une durée de 4 ans en fait. Parce que là, encore une fois, j'ai envoyé quelque chose comme 60-70 candidatures à la phase, aux EPI, Établissement public pour l'intégration, l'Hospice général, la Fondation officielle de la jeunesse, à l'UMA. J'ai envoyé des candidatures absolument partout en disant, voilà, j'ai réalisé le parcours complet de l'admission à la haute école, je suis admissible, il ne me manque plus que de trouver un contrat pour une durée de 4 ans afin de pouvoir rentrer à la haute école. Un parcours du combattant, en fait. Ouais, vraiment. C'est très étonnant parce qu'on entend toujours, bon, tu me diras que c'est des conversations de comptoir, mais qu'on manque de travailleurs sociaux. Et quand je vois le parcours, la difficulté, ne serait-ce que pour faire le cursus de la haute école, je m'interroge. Alors, ce ne sont pas des bruits de comptoir, étant donné qu'en fait, quand je cherchais cette place-là,
Il y a certaines entreprises, certaines fondations, organisations qui proposent spécifiquement ce poste-là. Mais il y en a d'autres qui proposent des boulots d'éducateurs où en fait, comme ils vont considérer qu'en formation d'emploi, on fait partie de l'équipe, on peut postuler à des jobs d'éducateurs directement. Des annonces pour des éducateurs sociaux formés que j'ai trouvées sur les différents sites à Genève, il y en a... Je sais pas, j'ai peut-être dû tomber sur 50, 60, 70 offres d'emploi disponibles pendant des mois qui restaient disponibles. Alors comment on explique ça ? On est trop exigeant peut-être ? Alors le problème en fait, c'est que il y a beaucoup de demandes pour les entreprises et les fondations et les organisations, mais il n'y a pas assez de jeunes qui sont formés en fait. Oui, ben justement, c'est de ça qu'on parle. Si l'accès à la formation est si complexe, c'est sûr qu'on a un problème. Alors, quand je me suis entretenu avec différents responsables des ressources humaines pour certaines entreprises, certaines organisations, fondations, ils m'ont expliqué qu'en fait, ils ont des problèmes de ressources pour s'occuper des stagiaires et des formations en emploi. En fait, ça demande de la ressource. Ils n'ont pas assez de personnes, ils sont déjà tellement occupés qu'ils ne peuvent pas former ceci. Alors, c'est tout à fait juste, je comprends. Il faut des encadrants en fait, on ne peut pas prendre un jeune comme ça et le laisser livrer à lui-même, donc ça demande des ressources en personnel qu'ils n'ont pas. Et donc du coup, une boîte comme les EPI, qui a je crois 1200 employés dans le canton de Genève, propose 3 postes de formation en emploi. Ok. Parlons de Espace Solidaire Pâquis, puisque c'est là-bas que tu vas... Alors, je rappelle que tu as fait ton stage là-bas, maintenant tu te retrouves en apprentissage chez eux, ce qui est juste magnifique. Explique-nous en fait ce que tu fais, ce qu'ils font. Alors c'est une association qui a été créée en 2009 par les paroissiens du Temple des Pâquis. Ils étaient confrontés à beaucoup de gens dans la rue, des personnes en situation de migration, des personnes en situation d'addiction, des personnes en situation de précarité tout simplement. Et ils ont décidé de redonner au Temple son utilisation primaire qui est lieu de refuge et d'accueil en fait. Donc accueil inconditionnel et gratuit pour toute personne qui a besoin de trouver un peu de répit dans sa vie. Donc l'association donne essentiellement des cours de français pour permettre aux gens qui arrivent en Suisse d'apprendre le français, pour pouvoir s'intégrer, découvrir la culture suisse. Et on a un bureau d'écrivains publics qui tourne à plein régime pour aider les personnes à faire des CV, des lettres de motivation pour les aider dans leur recherche de travail et pour remplir des formulaires de l'hospice général, n'importe quoi, où en fait des problèmes, ils ont des gens qui sont face à des problématiques de langue et où ils ont des difficultés à remplir les documents en fait. Aussi des SDF peut-être pour trouver des lieux d'accueil quand ils sont perdus. Ça c'est des demandes auxquelles on fait face malheureusement tous les jours, un peu moins pendant l'été, plus pendant l'hiver parce que les conditions sont difficiles quand les gens sont à la rue, où en fait comme toutes les autres associations on appelle la hotline de l'hébergement d'urgence. Tous les lieux d'accueil ont centralisé leurs standards sur une ligne qu'on va appeler régulièrement pour essayer de trouver des places dès que ça ouvre le matin. Mais malheureusement, c'est limité. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près 500 places d'accueil à Genève pour à peu près 800-900 personnes qui sont à la rue. Donc tous les jours, c'est 300 à 400 personnes qui doivent dormir dehors. La HETS, tu vas commencer à la rentrée. La rentrée d'ailleurs des hautes écoles, c'est à quelle date ? Alors, 9 septembre, la pré-rentrée, et le 16 septembre, la rentrée officielle. Et j'ai ma maman qui reste exprès sur place pour pouvoir accompagner son fils qui démarre enfin ses études supérieures. Elle va t'amener devant l'école avec ton petit casse-croûte, non ? Alors, pas avec le petit casse-croûte, mais elle va m'emmener jusque devant l'école parce qu'elle est très très heureuse que je me lance dans des études supérieures et surtout dans quelque chose qui me plaît. En tout cas, félicitations. Merci Ben. Et puis, je te propose qu'on se reparle cet hiver, puisque tu auras déjà fait quelques mois à la HETS, comme ça tu nous raconteras tes premières impressions d'étudiant. Avec grand plaisir. Merci Adrien, à bientôt. Merci Ben.